Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer cette première édition de l'année 2024 pour souhaiter à toute la communauté de l'OSIM et à tous nos partenaires et l'écosystème une bonne et agréable année pleine de succès, pleine de bonheur et pleine de paix et pleine de réussite. Nous avons voulu commencer cette année avec un invité de marque, un invité spécial, puisque nous sommes aujourd'hui reçus agréablement et chaleureusement dans le bureau de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation. Monsieur Abdeltef Meraoui, merci de nous recevoir. Je sais que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé. Vous avez quand même tenu à nous recevoir dans vos bureaux. Merci à vous. Merci à vous d'abord de m'avoir invité et je souhaite également à vous comme à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs une bonne et merveilleuse année pleine de succès, de santé et de bonheur. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vous savez, dans cette émission, on surfe sur plusieurs sujets et on souhaite déjà, a priori, dans un premier temps, parce que la communauté de l'OSIM, c'est plusieurs secteurs d'activité, c'est aussi des entreprises publiques, privées et semi-publiques. Et donc, du coup, on voulait vous donner la possibilité de nous éclairer sur la portée, justement, de votre département ministériel. Je sais qu'il est très large, avec des chiffres et des statistiques de votre ministère. C'est d'abord l'écosystème qui fabrique le capital humain marocain et vous connaissez l'importance que donne Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Et il insiste énormément sur le capital humain. Et je pense qu'on a remarqué aujourd'hui, dans les 20 dernières années, que le capital humain devient vraiment, je dirais, la pierre angulaire de toutes les sociétés. Et l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation marocain, il compte aujourd'hui 1 300 000 étudiants dans tout l'écosystème. Le privé représente aux alentours de 6%, et puis le reste, c'est du public. Et comme vous le savez, nous avons 12 universités publiques qui sont de grande taille comparées aux universités publiques de notre environnement, que ce soit africain ou dans le Nord, en tout cas vis-à-vis de l'Europe. Il y a des universités comme Agadir qui dépassent, Gnozor, qui dépassent les 145 000 étudiants. En gros, on est entre 50 000 et 150 000 étudiants dans chaque université publique. On n'en a que 12. Et bien évidemment, c'est une taille, je dirais, qui est très importante. Nous avons également des universités qui sont vraiment de plus petite taille. Une qui est publique à gestion privée, qui est l'Akhawin, que tout le monde connaît, qui est plutôt anglophone, avec aux alentours de 3 000 et quelques étudiants, je pense entre 3 et 4 000 étudiants. Et nous avons 5 universités, ce qu'on appelle fait dans le cadre d'un partenariat, soit partenariat public-privé, qui sont toutes de taille très modeste parce qu'ils sont aux alentours de entre 2500 et 7000 étudiants. Donc à qui on demande d'avoir aussi une taille un peu critique pour être dans une dimension internationale. Et puis on a aussi 6 universités privées, au sens privé vraiment du terme, qui sont dans tout le territoire, Marrakech, Agadir, Casablanca, Rabat, Tanger. Et donc un écosystème qui est assez important en taille, mais on n'est pas encore au régime de croisière, parce que le régime de croisière, on devrait être à plus de 2 millions d'étudiants d'ici à l'échelle nationale. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore en régime de croisière. Je dis toujours que c'est une fête que d'avoir des jeunes Marocains qui aujourd'hui une démocratisation de l'enseignement supérieur. Et pour avoir un bon capital humain, il faut avoir de grandes universités, il faut avoir les espaces qu'il faut. Et à côté de ça, bien évidemment, c'est un écosystème qui fait à peu près 200 brevets par année. C'est un système qui fait plus de 12 000, 13 000 publications scientifiques indexées sur le plan international. Et puis qu'aujourd'hui, nous avons nos universités, 11 parmi elles rentrent dans les classements internationaux, en particulier le Times Higher Education. Alors on est dans une phase dynamique positive qui est en train de s'opérer. Nous sortons à peu près plus de 4000 docteurs par année qui soutiennent leur doctorat.
Bien évidemment pas assez encore pour bien évidemment alimenter tout le système et pour aider aussi les entreprises pour travailler sur la recherche-développement, parce qu'on a besoin aussi de faire de la recherche dans nos entreprises. Je pense que nos entreprises marocaines aujourd'hui sont appelées à innover, sont appelées à changer de mindset pour que ne soient pas simplement des gens qui font du montage, qu'on a dépassé ce stade. Si je prends l'aéronautique ou l'automobile ou d'autres secteurs, le digital en particulier, ce que vous développez, ce que vous poussez, il y a besoin de créer cette dynamique de recherche-développement qui permettra à nos entreprises, puis à notre pays, d'avoir aussi ses souverainetés. On l'a vu avec le Covid, et qu'on a besoin de souveraineté nationale dans un certain nombre de secteurs, et on le voit encore plus maintenant. On a la problématique de l'eau, on a la problématique de l'énergie, la problématique de l'agriculture, la problématique des biotechnologies avec les vaccins. Je pense qu'on a des domaines de souveraineté, et je dirais même, si je pousse ce raisonnement, de souveraineté dans tout ce qui est médical, donc la prise en charge médicale. Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a lancé la grande réforme du système de prise en charge, du système médical et social. Et nous sommes vraiment un gouvernement qui aujourd'hui porte ce projet social, je dirais social et sociétal de notre pays. Et donc, bien évidemment, il faut l'accompagner. On ne peut pas imaginer un grand pays qui se développe sans avoir des médecins marocains de bonne qualité qui se développent, sans avoir des spécialistes dans tous les domaines. Absolument. Voilà, sans bien évidemment sans avoir ce capital humain, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, voilà. ce capital humain qui gravite autour justement de tout cet écosystème de l'enseignement supérieur. Alors, je sais aussi que vous êtes un porte-flambeau de l'innovation. Je pensais au travers de votre carrière et même en votre qualité de ministre, c'est quelque chose que vous portez et que vous défendez. On se pose la question aujourd'hui au travers de votre département ministériel sur des nouvelles approches en matière d'enseignement. Il y a tellement de transformations technologiques, on se dit, est-ce qu'on continuera d'enseigner de la même manière ou on va nous transformer et transformer les approches pédagogiques et académiques? Oui. En réalité, j'aime bien faire je dirais la comparaison, ou plutôt l'analogie. Lorsque l'université a été créée, ce que j'appelle moi l'université 1.0, c'était une université où on a des savants, on a des scientifiques qui viennent et puis qui en quelque sorte transmettent leur savoir, qui partagent leur savoir. Et donc, voilà, c'était une mission qui était une mission plutôt intellectuelle, basée beaucoup dans le domaine de la médecine, de la religion. Et puis, il y a eu l'université 2.0. Et donc, pour cette université 2.0, on a commencé à demander à l'université de s'occuper aussi de l'économie. Et donc, on a commencé, au lieu de transmettre juste un savoir, on veut le transmettre et on explique comment il a été produit, on fait les expérimentations, c'est ce qu'on a fait, les travaux dirigés, les travaux pratiques, etc. Et puis il y a eu l'université 3.0, où le digital a commencé à pointer, et on a commencé à demander aux universités d'innover, de faire des brevets, de s'occuper vraiment de l'économie au sens le plus large. Et les sociétés qui ont avancé dans cette université 3.0, ce sont les sociétés qui finalement ont eu des croissances importantes. Et puis il y a eu l'université 4.0 dans laquelle on est en train de vivre, on est à l'aube du 5.0, donc on est vraiment dans une université aujourd'hui qui est en train de se transformer. Et quelle est la différence par rapport aux autres? C'est qu'aujourd'hui, on base toutes les pédagogies sur la capacitation des individus. Parce que le rythme de transformation que nous sommes en train de vivre sur le plan économique, sur le plan sociétal, sur le plan scientifique est tellement importante que finalement la vraie valeur qu'on devrait enseigner, avec laquelle on devrait vraiment bâtir nos systèmes de formation, c'est l'empowerment en anglais. En arabe, c'est encore plus profond, c'est tamkin. Mais c'est la capacitation des individus. Et donc, bien évidemment, on se trouve devant une situation où avant, on vient à l'université juste pour avoir des compétences scientifiques, des compétences, je dirais, pratiques et pragmatiques. Et on commence maintenant à exiger, si on veut la capacitation, ça veut dire qu'il faudrait avoir des compétences
linguistique très forte et qu'il faudrait avoir ce qu'on appelle des power skills, les compétences qui permettent à l'individu d'exister par lui-même, d'être critique, d'être adaptable, d'être résilient. Mais l'université n'a jamais été préparée à faire ça. C'était plutôt je dirais le travail soit de l'éducation nationale, mais beaucoup des familles, beaucoup de l'entourage autour de l'université et de l'école. Et aujourd'hui, l'université a commencé à traiter cette question et on est pleinement dedans. Alors les anglo-saxons l'ont fait il y a pas mal de temps, donc ils l'ont commencé depuis longtemps. Ils ont toujours considéré que l'expérience de vie des jeunes étudiants pendant cette période universitaire était beaucoup plus importante, en tout cas était très importante dans ce développement. Par rapport au contenu scientifique qu'ils peuvent avoir, etc. Qui peut, bien évidemment. Alors, si vous posez la question à des jeunes, je ne dis pas que le disciplinaire n'est pas important, il est très important. Le technique est très important. Bien sûr. Mais quand vous demandez à un jeune qui vient de sortir avec un bac+5, et puis vous lui dites est-ce qu'il se souvient du cours de physique ou de maths d'il y a 2 ans ou d'il y a 3 ans? En réalité, non. Par contre, si on doit juger de notre qualité d'apprentissage, c'est de se dire est-ce qu'il a les clés et la capacité de pouvoir retrouver tous ces éléments exactement. Et c'est ça, en fait, maintenant on est en train de changer. Et puis on est en train de parler d'innovation, de créativité. Et puis excusez-moi du terme, hein, vous ne fabriquez pas des jeunes créatifs ou des jeunes innovants parce qu'ils ont appris de la physique et des maths. C'est que bien évidemment ça sert, mais par contre vous pouvez les aider à se construire parce que ils font de la musique, ils font du théâtre, et ils sont émancipés. Exact. Et c'est ça en fait sur lequel on est en train de converger. Et c'est ça la réforme, si vous avez entendu, du pacte ESRI, du plan d'accélération de transformation du système d'enseignement supérieur marocain. On a axé sur ça, sur le plan conceptuel. Alors après, dans le développement, on a mis le déploiement sur le terrain, etc. On a mis des modules spécifiques pour tout ce qui est culture, pour tout ce qui est digital skills pour tous les étudiants, des modules linguistiques obligatoires pour tous les étudiants avec certification à la sortie, et puis le para-universitaire, les activités qui permettent l'émancipation, le développement des jeunes, ceux-là sont aussi rétribués, renforcés, et puis on leur donne des crédits. J'aime beaucoup, Monsieur le Ministre, ce que vous dites, ces compétences émancipatrices, parce qu'au-delà des aspects techniques et technologiques, il y a un sujet sur lequel vous avez déjà, je pense, travaillé, vous le portez aussi, c'est celui de l'IA. Aujourd'hui, il y a un halo symbolique dès lors qu'on parle d'IA, de big data, de cloud, et on se pose la question, on a beaucoup lu, il y a beaucoup d'études qui sortent sur l'impact de toutes ces technologies disruptives sur les compétences, sur le marché de l'emploi, des métiers qui vont disparaître, des métiers qui vont réapparaître, etc. Comment vous accompagnez? Je sais aujourd'hui, il y a la réforme, mais dans la réforme, il y a, j'imagine, plusieurs réformes qui doivent accompagner le digital partout et pour tous aussi. Absolument. Je crois qu'on a constaté, pas que chez nous, dans d'autres pays, y compris les pays développés, on a constaté qu'il y a de plus en plus cette fracture digitale. Et qu'il suffit pas de ramener du Wi-Fi ou de faire le 4G ou la 5G, etc. Je pense qu'il faudrait plutôt donner la possibilité aux jeunes et aux moins jeunes, parce que j'insiste beaucoup sur les moins jeunes, parce que je considère que l'université de demain, c'est l'université tout au long de la vie. C'est qu'on doit être capable et intégrer le fait de venir à l'université, d'acquérir d'un diplôme ou une qualification, mais d'aller travailler, mais vous allez revenir à l'université. Parce que c'est ça le développement justement de la société, c'est parce que les technologies changent, parce que les concepts changent, puis les ruptures scientifiques vont changer. Exact. Et donc nous avons considéré que par exemple, en ce moment, il y a le digital qui fait fracture sociale, dans le vrai sens du terme. Absolument. Et donc nous avons introduit le digital dans toutes les filières, qu'on fasse des disciplines de lettres, de droit, de l'économie, de la physique, des maths, etc. Donc on a des modules spécifiques et obligatoires, ce qu'on a appelé des digital skills à 2 niveaux, en S2 et en S5,
de telle sorte de dire qu'un jeune Marocain, n'importe lequel, qui vient à la faculté à accès ouvert ou à l'école d'ingénieur ou en fac de médecine, doit connaître Il y a le B.A.B.A. de ce que j'appelle vraiment le digital, les digital skills. Et dans ces digital skills, vous avez trois grosses parts. Il y a une partie qui est plutôt ce que c'est l'informatique, comment elle est née, quel est le développement, quelles sont vraiment les conditions d'utilisation. Et puis il y a aussi le pragmatique, Excel, Word, PowerPoint, enfin gros ce qu'on utilise dans la bureautique. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans le milieu socio-économique sont obligés d'avoir un PC, un ordinateur, et qui sont obligés de faire leur compte rendu et même des fois même faire des réunions directement sans son ordinateur. Exact. Et c'est ce qui se développe de plus en plus. Et puis il y a le troisième volet qui est plutôt récent, qui est l'intelligence artificielle et qui doit être vulgarisé au sens de bien évidemment de son utilisation. Donc l'approche et particulièrement l'intelligence artificielle générative. Et ça, on l'a mis également dans ces digital skills obligatoires. Même si un étudiant quitte l'université, il aura ces compétences de digital skills à un niveau que j'appelle un niveau j'allais dire élémentaire, mais pas dans le sens basique. Voilà, au moins, il peut être en phase avec tout le monde. Absolument. Dans n'importe quel métier, il a besoin, aujourd'hui, nous avons besoin de d'un minimum de compétences dans les digital skills. Et ça, on l'a mis généralisé, obligatoire, à tous les niveaux, de telle sorte que nos jeunes, maintenant, qui vont sortir prochainement de nos universités, puissent avoir un minimum de compétences pour que nos entreprises puissent aussi évoluer, parce que plus on forme des jeunes dans ces domaines, plus nos entreprises Monsieur le ministre, vous avez parfaitement raison. Je prends un exemple simple. Une entreprise va recruter quelqu'un qui est dans l'IT pour développer, c'est très bien, mais un juriste, il a aussi besoin d'IA. Un comptable, il aura besoin d'IA, un financier. Et donc, j'imagine que le fait d'avoir assuré pour tout le monde, il y a un minimum qui doit être garanti, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et je pense que on a mis dans ces formations qui sont un tiers présentiel et 2 tiers travail sur plateforme, donc avec des exercices, avec des études de cas, avec aussi des QCM pour voir est-ce qu'on a bien appris, puis qu'on peut recommencer comme on veut. Et on a fait la même chose dans l'apprentissage avec les plateformes de langue, de telle sorte que ces jeunes puissent connaître. Je prends par exemple l'exemple aujourd'hui sur lequel on a parlé depuis novembre 2022, parce que bien évidemment c'est ça que ça s'est un peu plus vulgarisé, ChatGPT. Il y a beaucoup d'équivalents, IA générative, et donc on a fait des formations spécifiques. Comment j'utilise ChatGPT, comment je vais l'utiliser avec intelligence. Que finalement ChatGPT, c'est pas simplement pour faire un mémoire, pour recopier un texte, c'est plutôt comment je vais être expert dans l'utilisation de ChatGPT, comme les jeunes aujourd'hui utilisent WhatsApp, utilisent Facebook, utilisent des éléments qui, pour nous maintenant aujourd'hui, sont des choses qui sont vulgarisées, mais il faut que l'intelligence artificielle générative devienne vulgarisée parce que tout le monde en a besoin. Voilà, à la maison, comme au travail, comme aujourd'hui le travail d'une assistante a complètement changé de forme. Le travail même, éventuellement, de pouvoir travailler sur un dossier ou sur un sujet. Eh bien, si on utilise bien ces éléments d'IA générative, ça nous fait gagner du temps. Et comme vous le savez, probablement, il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes, même quand ils font du codage, eh bien, ils font du codage à partir de ChatGPT ou autre, parce qu'il y a une diversité et c'est là où je pense que la réforme, pourquoi je disais qu'il y a plusieurs réformes dans la réforme, parce qu'on est sur des compétences à la fois multidimensionnelles et plurielles. Et vous avez, monsieur le ministre, touché un mot qui me parle, c'est le fait d'avoir plusieurs plateformes au sein de cette émission et avec l'écosystème de l'OSIM. On est toujours orienté vers des use cases. Qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les applications qui existent aujourd'hui ou qui vont exister au sein de votre département? Des applications IT ou digital ou IA qui ont été mises en place. Parce que on s'était rendu compte au travers de plusieurs émissions qu'il y a beaucoup de choses qui se font au Maroc par des entreprises marocaines, par des organismes marocains, mais qui sont méconnus. Et on a souvent tendance à se dire peut-être que ça se fait ailleurs, alors que idéalement il y a tellement de choses qui se font par votre département. Oui, je pense qu'il faut juste que développer. Si je parle par exemple, si on reste sur le digital, le fait qu'il soit développé dans l'enseignement supérieur, dans l'éducation nationale, ça va diffuser dans tous les secteurs. Et forcément, on va avoir
à connaître ce que font nos entreprises ou nos entreprises vont avoir à connaître. Nous, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est à la rentrée de septembre dernier, c'est avant on a préparé cette réforme et on a dit on revisite toutes nos filières dans les établissements, ce qu'on appelle les facultés, Okay. tous les établissements à accès ouvert, que ce soit psychologie, sociologie, droit, etc. Et on a dit, il va falloir qu'on rencontre le milieu socio-économique, qu'on rencontre les grands laboratoires, parce que bien évidemment, l'université ne forme pas que des exécutants pour l'entreprise. Elle forme aussi des citoyens, des managers, des intellectuels. Donc l'université a ce double rôle. Comment répondre aux besoins de l'économie, aux besoins de la société, mais comment aussi répondre aux besoins des individus pour se développer, s'émanciper sur le plan personnel. Exact. Et donc on a mis page blanche dans toutes les filières, psychologie, géographie, lettres, physique, maths, etc. Et une occasion pour remercier tous les présidents d'université, tous les doyens, les professeurs, les enseignants-chercheurs et les collègues administratifs et techniques. Ils ont compris l'importance de cette, je l'appelle une rupture dans la continuité. On s'est mobilisé et on a essayé de répondre à un certain nombre de questions auxquelles on répondait pas auparavant. Que une licence de droit, ce n'est plus la même chose en 2023 qu'en 1980. Absolument. Ça n'a absolument rien à voir. Qu'aujourd'hui, même le juriste, comme vous l'avez dit, le juriste, le juge, l'avocat, il a besoin de plateformes. Il a besoin le juriste, absolument, le avocat, etc. Absolument. Aujourd'hui, vous avez tout. Ne serait-ce que pour faire une traduction de quelque chose. Aujourd'hui, les outils qui vous permettent de faire ça avec une excellente qualité. Là, vous devez absolument être flexible et c'est pour ça que le digital aujourd'hui, bien évidemment, c'est aujourd'hui. Demain, il peut y avoir autre chose que le digital, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le digital et qu'il faut profiter de ce mouvement pour d'abord augmenter la compétence de notre système, dans n'importe quel système, qu'il soit universitaire ou qu'il soit du monde socio-économique ou dans le ministère, tous les ministères, de la justice, le ministère de tout, l'économie. Je pense qu'aujourd'hui, on a un gros besoin de considérer que le digital, ce n'est pas un luxe, c'est comme l'air qu'on respire. Et il faudrait que tous les jeunes comprennent que le digital ne se limite pas à Facebook ou à TikTok ou à WhatsApp, que le digital est un concept, que quand vous voulez réfléchir à régler une question, c'est pas que vous allez trouver la solution, que vous allez digitaliser. C'est que vous devez réfléchir digital. Dès le début, vous devez intégrer que le digital existe et vous allez régler votre problème. Et je pense que c'est un mindset qui doit venir le plus vite possible. Il y a des pays qui ont réussi. Je prends que la progression, le cas de la Chine ou le cas de la Corée ou un certain nombre de pays. Et je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le choix, que le digital, c'est comme l'air qu'on respire, sur tous ces volets. Monsieur le ministre, on va vous inviter pour les assises de 2024 parce qu'on a besoin que les gens écoutent ce discours, parce que quand on dit aux gens aujourd'hui, ce n'est pas « je vais prendre un process », je vais le revisiter et après je vais voir comment je vais le digitaliser. C'est comment le réfléchir avec le digital, avec l'IA, etc. Et donc, mais vraiment exactement ça dans toutes les problématiques. Et je dirais qu'aujourd'hui, si je prends le cas du digital, c'est celui-là qu'on vient d'expliquer, mais si je prends le cas, par exemple, de l'écologie ou des développements durables, je ne construis pas une pièce, par exemple, si je prends dans l'automobile ou dans l'aéronautique, je ne construis pas une pièce et après je regarde comment je vais respecter la consommation carbone. Voilà, exactement. Non, je dois absolument être autour d'une table et qui est tout le monde, qui est le physicien, qui est le mathématicien, le chimiste, et c'est là où on va être innovant. Ça veut dire qu'on a une réflexion systémique de telle sorte de pouvoir arriver au résultat. Et je pense qu'aujourd'hui, le digital, il devrait même plus être discuté de la sorte. Ça y est, c'est terminé. Aujourd'hui, le digital, et vous le voyez, on arrive des fois dans des réunions où aucun n'a un papier. Les gens viennent avec leur ordinateur et puis chacun, il prend des notes sur son ordinateur et des fois même, les notes sont faites automatiquement parce que vous avez l'enregistrement qui est fait avec l'intelligence artificielle générative. Je pense que ces outils-là, ce n'est pas un luxe qu'aujourd'hui on devrait les enseigner et que les entreprises doivent nous aider également à formuler leurs besoins. C'est ce qu'on a fait pour cette rentrée universitaire pour les accès ouverts.
Et c'est ce qu'on est en train de préparer maintenant pour la rentrée prochaine, avec tous les établissements à accès régulé. Les ENCG, les ENSA, les EST, les FST, pour essayer de revisiter aussi nos programmes à l'aube de ce qui est en train de se transformer. On ne peut pas imaginer aujourd'hui que des étudiants de n'importe quelle filière, de n'importe quelle spécialité ne soient pas habiles au niveau du digital. À utiliser de l'IA générative. De l'IA générative, de savoir ce que c'est un ordinateur. Et qui est en train de faire son projet de fin d'études PowerPoint avec la version 2010, Absolument. etc. Et je pense que le Covid nous a réveillés. Et l'être humain est amnésique. Le Covid est passé. Et que finalement, on a un peu baissé la garde parce que le Covid peut revenir. On peut le vivre tous les 10 ans, tous les 15 ans, et on va voir que finalement, cette transformation et ce changement climatique qui est en train de s'opérer, aujourd'hui, on n'a jamais vécu une situation pareille. Depuis 5 ans, on a une sécheresse, et on le voit, on voit des inondations partout, et on voit des extrêmes de l'autre côté, où il n'y a pas l'ombre d'une goutte d'eau. Et donc, il faut arriver aujourd'hui à intégrer ces états, je dirais, exceptionnels, qu'il faut les intégrer dans la vie. Et pour ça, il faudrait imaginer... On connaissait absolument pas ni Zoom, ni Teams, ni juste avant le Covid. Il y avait que les initiés. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, tout le monde a basculé. Exact. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut pas imaginer qu'on ne puisse pas utiliser ces outils qui nous font gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et qu'ils sont beaucoup plus optimales. Et les entreprises aujourd'hui qui réussissent, c'est les entreprises qui arrivent à intégrer tous ces éléments-là. Exact. Et je dirais que le capital humain dont nous nous occupons aujourd'hui dans l'enseignement supérieur doit être un capital humain que quand il arrive à l'université, à l'entreprise, pardon, il faudrait que l'entreprise puisse l'utiliser immédiatement. Alors qu'on a assisté ces 20 dernières années, on a des lauréats qui viennent chez nous, et puis qui viennent à l'entreprise. Il va falloir les reformer. Et bien évidemment, il y a une perte de temps, d'énergie. Et puis de compétitivité, parce que voilà pourquoi nous, on a essayé de co-construire les programmes avec les entreprises pour leur dire, vous êtes les entreprises marocaines, quand les jeunes viennent chez vous, il faudrait qu'ils soient opérationnels. Exact. Et les 6 mois ou les 3 mois ou les 1 an que vous perdez à les reformer sur vos outils, eh ben, on a la possibilité de le faire à l'intérieur de l'université. Voilà, tout à fait, pour que quand ils viennent, ils ont déjà ces contenus. Déjà opérationnels. Monsieur le ministre, est-ce qu'on pourrait imaginer, parce que je sais que nos amis de l'OSIM et tous les DICI du Maroc, ils sont très frileux de la technologie, dès lors qu'ils voient ailleurs des robots et de coupler avec l'IA, ils se disent, est-ce qu'on pourra avoir un jour des professeurs robots avec de l'IA enseigner des cours à l'université? Moi, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas loin et qu'on voit déjà quelques expériences. On voit des expériences aux États-Unis, on voit des expériences en Chine. Mais moi, je suis parmi les gens qui croient que l'université ne peut être jamais remplacée. Que je suis plutôt l'hybride, c'est celui-là sur lequel il faut converger. Ça veut dire qu'il y a des choses où c'est pas la peine de, je dirais, le professeur qui professe dans un amphithéâtre pendant 3 heures ou 4 heures, c'est terminé. C'est que il doit y avoir un professeur qui est expert, et qu'il va plutôt profiter du temps disponible pour faire de l'interaction, pour répondre aux questions, pour accompagner, pour coacher avec son expertise, et que il y a les plateformes, et puis il y a le travail, le coworking entre les étudiants ensemble dans le cadre de projets, c'est ça qui va être. Bien évidemment, faire quelques enseignements avec un robot, ça se fait déjà. Un robot, ça peut être un robot physique ou logique. Ça doit être de la cobotique. Exactement. Voilà, comme ça peut être aussi directement sur plateforme. C'est aussi une forme de robot qui va faire les interactions, que les jeunes vont regarder, par exemple, l'apprentissage des langues aujourd'hui. Nous avons investi dans une plateforme de langue et les étudiants, ils font le tiers en présentiel avec un professeur qui les oriente et puis les 2 tiers, ils le font sur plateforme. Tout simplement parce que on sait que pour apprendre une langue, il faut s'exercer. Exact. Voilà, il n'y a pas de technique. Et c'est aussi pas quelque chose qui est lié par rapport à un temps. C'est pas un cours de 2 heures. Il peut étudier un samedi, un dimanche, absolument. tout le temps, etc. Et la plateforme est là. Elle est là et qu'il faut voir et revoir. Et bien évidemment, toutes ces méthodes d'apprentissage, aujourd'hui, vraiment au niveau pédagogie, il y a des changements extraordinaires. Nous avons la chance d'avoir une jeunesse et nous, on profite de cette jeunesse pour essayer d'intégrer. Mais le concept final sur lequel nous orientons toute notre, j'allais dire un peu notre concept, c'est
l'empowerment, c'est la capacitation. C'est des gens émancipés, des gens qui sont capables, quand ils ne connaissent pas un sujet, quand il ne connaît pas un sujet, il va aller regarder sur Internet, il va regarder sur une intelligence artificielle générative, il va se débrouiller par lui-même. Et cette capacité de curiosité et d'adaptabilité, celle-là, elle est essentielle. Et nous essayons vraiment d'aller dans ce sens. Monsieur le ministre, il me reste encore deux petites questions. Tout ça, j'imagine, nécessite des ressources, nécessite des investissements, c'est des défis pluriels. Comment vous envisagez 2024? C'est une année qui s'annonce. Vous avez certainement de grands dossiers à l'entrée. Si vous pouvez aussi les partager avec nous. Bien évidemment, 2023 a été crucial parce que il fallait bien évidemment convaincre, il fallait installer une intelligence collective. Et ça, on a réussi. Et c'est pour ça que je remercierai jamais assez tout le gouvernement parce qu'ils nous ont soutenus, mais aussi tout l'écosystème interne qui a compris qu'on est au cœur du développement de notre pays, de notre société. Et si on veut être à la hauteur des attentes de notre société, il faut absolument qu'on arrive à changer notre mindset. Il n'y a pas de raison de trouver des contenus pédagogiques d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans qui sont exactement les mêmes. Je pense que tout ça est périmé. Il faut absolument qu'on arrive à faire avec une génération. Et la génération que nous commençons à recevoir, c'est ce que j'appelle moi la génération alpha qui est née avec iPad. Vous ne pouvez pas continuer à enseigner de la même manière, alors que vous avez une génération qui, elle, a toujours utilisé l'iPad ou zoomé sur la photo sur iPad. Ils sont dans un autre registre. Donc, comment profiter de cette situation? Donc, 2023 a été névralgique, était très importante. On a mis du temps pour se concerter, pour co-construire ce pacte ESRI. C'est aussi une question de mindset, d'accompagnement du changement, etc. Absolument. Donc, on a réussi. Je pense qu'aujourd'hui, on est un modèle dans notre continent sur cet esprit. Maintenant, on a, je dirais, l'inertie vaincue. Il faut maintenant qu'on enchaîne avec ce que je disais tout à l'heure, les accès régulés, pour qu'aussi on puisse les rénover, parce que tous nos accès régulés, par exemple les écoles d'ingénieurs, les ONCG, etc., ils sont pas tous mauvais, ils sont bien, mais il leur faut de nouveau upgrader pour que nos entreprises puissent en profiter le maximum possible. Et puis on a toute l'organisation de la recherche, qu'il faut maintenant regrouper nos forces sur des thématiques de souveraineté, des thématiques prioritaires. Donc on va commencer par l'Institut de l'eau, qui va bientôt voir le jour, l'Institut de l'intelligence artificielle à l'échelle nationale, pour regrouper toutes les forces, leur donner les moyens de travailler, biotechnologie, les sciences humaines et sociales, que souvent, dans les pays émergents qui se développent vite, c'est un phénomène qu'on oublie. Parce que les sciences humaines et sociales, c'est ce qui permet d'équilibrer la société. Regardez aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, quel est notre dogme ? Quelle est notre réflexion sur le plan sociétal ? Nous sommes une société musulmane, une société ouverte. Comment intégrer tous ces éléments-là pour qu'on reste avec notre identité ? Et donc, bien évidemment, on a besoin de scientifiques dans les domaines de sciences humaines et sociales. Donc, on mettra en place un institut national qui va travailler sur la sociologie, sur l'histoire, sur le patrimoine marocain dans sa globalité, le patrimoine identitaire, qu'il soit musical, ou qu'il soit culinaire, ou qu'il soit... Nous avons besoin d'exister. Et Sa Majesté porte beaucoup d'importance à la cohésion. Et pour avoir une cohésion, il faudrait avoir des intellectuels, des sociologues, des philosophes qui bien évidemment... Qui embrassent aussi ces technologies qui sont dans l'intelligence collective. Absolument, absolument. Comment on réagit face à toutes ces ruptures, à toutes ces transformations qui risquent de changer les sociétés. Je rappelle juste qu'il y a des civilisations, il y a 1000 ans, il y a des civilisations qui aujourd'hui on n'entend plus parler. Et qu'aujourd'hui, je considère, avec cette intelligence artificielle, ces data science, en tout cas, le digital, est en train de retoucher beaucoup de sociétés, et je dirais beaucoup de civilisations. Et on n'a pas fini, parce que on attend de l'informatique quantique aussi, de grandes ruptures. Et comment ne pas sauter des technologies. Donc il faut absolument qu'on soit, à chaque fois, au niveau d'attente pour qu'on puisse considérer. Alors, bien évidemment, 2024 est charnière. Je parlais de tout ce qui est vie universitaire également. Comment, quand les étudiants venaient chez nous, au début, on considérait que l'université, c'était une chaise, une table.
Et qu'aujourd'hui, on a compris que c'est pas tout à fait ça. Exact. C'est une vie d'émancipation, c'est une vie où les étudiants vont pouvoir avoir une expérience de vie. Quand on arrive à 17, 18 ans, et on reste 5 ans, on façonne le citoyen. Et que ce citoyen, qu'il soit pauvre ou riche, quand il vient à l'université, il faut que la société lui donne les clés. Parce que le diplôme, c'est pas une clé. Le diplôme est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Et souvent, dans les remises de diplômes, j'insiste beaucoup lorsque j'en fais quelques-unes, je dis aux étudiants, vous avez réussi la première phase. La première phase, c'est d'avoir le diplôme, c'est d'avoir réussi les études. Mais la deuxième phase, c'est d'avoir un emploi. Mais la troisième phase, c'est sa vie personnelle. Sa vie personnelle, nous, on l'enseigne jamais. On vient à l'université, personne ne vous parle de à quoi il faut faire attention, comment il faut se comporter, comment. On considère que, alors qu'aujourd'hui, nous avons compris que c'est la mission de l'université. Le capital humain, quand on parle de capital humain, c'est pas le diplôme. Le diplôme est un élément dans le capital humain. Mais le développement personnel, l'esprit critique, regardez aujourd'hui les réseaux sociaux, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, beaucoup de fake. Comment former nos jeunes à ce qu'ils soient capables de faire la différence et de détecter tout de suite que non, c'est pas ça. Voilà. Et cet esprit critique, c'est ce que j'appelle l'esprit créatif. Et ça vient parce que les jeunes font des activités para-universitaires, font des activités musicales, théâtrales, de peinture. Ils ont déjà interagi Bien sûr, etc. coworking, ils font des projets ensemble, ils ont voyagé. Des jeunes qui viennent de Fremsal ou de qui vont aller à Tanger, qui vont aller à Marrakech, qui vont aller à Rabat. Ils vont faire des études, ils vont faire des rencontres. Ils vont rater le bus, ils vont rater le tramway, ils vont aller à la plage. Je pense que ce sont des éléments de vie que nous avions considéré que c'était pas notre mission. Alors qu'aujourd'hui, la mission de l'université marocaine, telle que nous l'a confie Sa Majesté Codio Lassiste, c'est le capital humain. Et le capital humain, ça ne se résume pas à un diplôme. C'est beaucoup plus, c'est un système et c'est un produit capable de faire face à toutes ces ruptures, à toutes ces transformations, et d'être capable d'être citoyen marocain, fier de l'être, avec son identité, sans aller dans les extrêmes ou dans le nationalisme. On est fier de ce que nous sommes, parce que le Maroc est une terre d'accueil aussi. Est une terre d'accueil. Quand on voit le positionnement, on considère que nous sommes le hub de l'Afrique et le hub qui nous permet vraiment de faire cette relation avec le Moyen-Orient et avec l'Europe. Monsieur le ministre, vous savez, l'échange avec vous, il est extrêmement riche et enrichissant. Nous avons pour habitude, à la fin de chaque émission de OSI Talks, de donner à l'invité spécial, en l'occurrence vous-même, 2 minutes pour s'adresser à toute la communauté de l'OSIM avec un mot de votre choix. Vous avez libre choix, vous leur dites ce que vous voulez. Bon, d'abord, je voudrais vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année. Et j'ai tendance de dire souvent pleine de bonheur et de santé. Parce que le succès, quand vous êtes heureux et quand vous êtes en bonne santé, vous allez l'avoir. Je pense que à toute cette communauté qui est aujourd'hui au cœur du développement de notre pays, parce que le digital constitue aujourd'hui une clé, je dirais, pour toute la société. Nous avons mis en place ce qu'on a appelé les codes 212 pour donner une compétence complémentaire. En gros, nous croyons à l'hybridation des formations. Qu'un jeune de fac des lettres, de fac de droit, puisse se spécialiser aussi dans le codage, puisse éventuellement avoir des certifications dans des logiciels comme Oracle, comme IBM, comme tous les autres, je citerai pas tout, mais l'idée c'est de donner cette double compétence. Et nous comptons sur vous pour accompagner ce mouvement, pour que notre système marocain puisse aussi créer des certifications dont vous avez besoin. Le monde entier aujourd'hui a besoin de jeunes formés dans le digital, et je pense que notre pays peut participer à ce mouvement, parce que nous avons la chance d'avoir cette caractéristique de jeunesse qui va continuer au-delà de 2050 et que nous devons profiter de cette occasion pour que cette jeunesse puisse contribuer au développement de notre pays. L'intelligence artificielle, en tout cas le digital dans sa globalité, est un secteur vraiment prioritaire, est un secteur dans lequel il y a énormément de croissance et je vous souhaite vraiment une belle réussite. Et l'université marocaine vous est ouverte. Que si vous voyez qu'il y a des thématiques
que vous considérez importantes pour vos entreprises, nous sommes là pour vous et nous le ferons avec grand plaisir. En tous les cas, je m'adresse à toute la communauté de l'OSIM. Je pense que l'échange avec M. Altef Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Innovation, ne se terminera pas aujourd'hui. Je pense que nous aurons le plaisir et le bonheur, parce que c'est un mot qui a été dit, de le recevoir, Inch'Allah, lors des assises de l'OSIM cette année, en 2024, Inch'Allah. parce que il nous apportera certainement beaucoup d'éclairage. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité, un nouveau secteur. D'ici là, souriez.